Bien, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18 h. On va pouvoir commencer notre soirée tous ensemble. Mon nom est Julien Puget, je suis responsable des relations gouvernementales chez Vélo Québec et bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre du festival Go Vélo Montréal. Je serai aujourd'hui votre maître de cérémonie pour introduire notre conférencière qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, Camille Thomé, et pour animer aussi les échanges qui vont suivre après sa présentation. Donc, notre conférence se tient en mode hybride. J'ai à peu près 60-70 personnes en face de moi dans la salle. Et puis, on a environ une centaine de personnes qui sont aussi inscrites en ligne pour nous écouter. On est très heureux de ce format-là. Ça nous permet de pouvoir rejoindre encore plus de monde qu'à l'accoutumée. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du festival Go Vélo Montréal qui a débuté dimanche dernier avec le défi métropolitain et qui va se poursuivre vendredi, demain avec le Tour la nuit et dimanche avec le Tour de l'île. On annonce une belle météo, beaucoup moins chaude qu'aujourd'hui, ce sera plus confortable, mais ce sera une belle fête. Le festival Go Vélo Montréal, c'est un événement cycliste d'une semaine qui est présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins. Nous remercions aussi nos partenaires associés, Sport Expert et la RTM. Enfin, le festival bénéficie aussi du soutien du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal, du gouvernement du Canada et de Tourisme Montréal. Merci à tous nos partenaires de leur soutien pour organiser cette magnifique célébration du vélo à Montréal. Pour ouvrir cette conférence, je céderai d'abord la parole à notre président-directeur général, Jean-François Roux. Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous voir réunis en virtuel, en personne. C'est toujours un peu fébrile pour moi cette conférence du jeudi parce que j'ai tellement de bons souvenirs quand je ne travaillais pas chez Vélo-Québec, c'est un moment spécial. Julien a dit qu'on était en pleine semaine du Tour de l'île de Go Vélo. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais participé au Tour de l'île ici dans la salle? Bien, en fait, Julien et la dame là-bas, on peut lui offrir deux billets. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas participé? Donc voilà, mais ça sera réglé. Julien, la dame assise à côté de Marie-Christine, la chère Transat. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va faire ça chaque année, mais je trouve ça franchement drôle. La grande conférence, c'est toujours un moment très fébrile pour moi parce qu'on fait venir l'international à Montréal. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de voir beaucoup de choses, mais je trouve ça toujours très intéressant quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent, où on peut leur montrer notre ville, où ils peuvent nous présenter en fait les choses sur lesquelles ils travaillent. Puis je trouve que c'est un moment intéressant parce que c'est un moment où on s'adresse avec intelligence à la communauté cycliste, cyclable de Montréal, du Québec. Donc, c'est vraiment des conférences où on ne cherche pas à avoir quelque chose d'accessible, on cherche à avoir quelque chose de qualité, de susciter des réflexions puis des débats. Puis je trouve qu'on a la chance à Montréal d'avoir beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses sur le vélo. Donc, merci beaucoup d'être là. Cette année, je suis heureux pour une deuxième raison. Notre conférencière invitée, j'ai la chance de la côtoyer depuis 10 ans. C'est une femme qui a eu un très grand impact sur le tourisme à vélo en France, puis sur le vélo en France de façon générale. C'est une leader rassembleuse qui a su créer autour d'elle des réseaux pour faire avancer le vélo en France. Donc, je suis excessivement ravi. La France, dans les 5 dernières années, a fait preuve d'un leadership incroyable pour faire avancer le vélo, que ce soit dans les villes, mais aussi partout sur le territoire. Moi, ça m'inspire beaucoup. J'espère aujourd'hui, en fait, que ce que va vous être présenté pourra aussi vous inspirer. Donc, je vais céder la parole à mon collègue Julien pour présenter Camille Thomé de manière plus formelle. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Jean-François. D'abord, avant de commencer, quelques informations pratiques sur le déroulé de notre soirée. La conférence de Camille Thomé sera suivie d'un échange avec un panel composé d'une table ronde avec 3 autres invités pendant environ 30 minutes, donc une conférence de 45 minutes, 30 minutes de discussion panel avec nos invités. Puis s'en suivra une période de questions avec le public. Pour ceux et celles qui sont en ligne, je vous invite à poser vos questions tout au fil de la conférence avec l'outil questions-réponses. Puis mon collègue Louis, que vous ne voyez pas, mais qui est là pour faire la modération, sera le porte-parole de vos questions. Donc, il pourra les poser pour vous. Puis on alternera les questions de la salle et les questions en ligne.
Donc maintenant, si on entre dans le vif du sujet, comme l'a dit Jean-François, depuis plusieurs années, la France est actuellement fait partie des nations qui sont leaders dans le monde pour tout ce qui touche au développement du vélo. Après un premier plan vélo en 2018, le gouvernement français vient d'annoncer une nouvelle planification pour 2023-2027 avec une enveloppe de 2 milliards d'euros. Et parmi les priorités de ce plan, outre les infrastructures cyclables, l'éducation, la réindustrialisation aussi de la France du vélo, eh bien, la question du tourisme à vélo occupe une place considérable. En effet, la France n'ambitionne rien de moins que de devenir la première destination touristique à vélo d'ici 2030. Alors pourquoi avoir fait du tourisme à vélo un des pivots de cette politique? Et puis quel impact le tourisme à vélo peut avoir sur un pays, son aménagement et son développement économique et social? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, on a la chance d'accueillir ce soir Camille Thomé. Camille Thomé est directrice de Vélo et Territoire, une organisation pour laquelle elle travaille depuis 20 ans. Vélo et Territoire, c'est une organisation française à but non lucratif qui fédère à peu près 200 régions, départements et regroupements de municipalités à travers le pays, et ce, dans une dynamique collégiale, avec pour objectif de construire la France du vélo 2030, aussi bien en matière de transport que de tourisme ou de loisirs. À ce titre, l'organisation porte depuis de nombreuses années plusieurs des axes qui soutiennent le plan national vélo dont je viens de parler, et c'est grâce à ce travail-là que le tourisme a pu trouver sa place dans ce plan. Camille Thomé est également membre de l'Eurovélo Council, un réseau de partenaires européens qui a pour mission de développer les véloroutes européennes à partir des itinéraires nationaux de ses membres. Elle est aussi administratrice de la European Cyclist Federation, qui est le regroupement des organisations nationales européennes qui œuvrent à développer le vélo sur leur territoire. Et elle est enfin administratrice de France Vélo Tourisme, l'association qui est en charge de développer la filière du tourisme à vélo et de promouvoir la destination de la France à vélo. Camille, merci beaucoup pour ta présence ce soir. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. J'ai un peu la pression quand même. Déjà du chrono. Voilà. Excusez-moi. Mais... Merci Julien pour l'introduction. Merci Jean-François aussi. Voilà, j'ai bien rougi, j'étais contente. Et surtout, merci pour l'accueil ici à Montréal. C'est pas faute d'avoir insisté pour que je vienne une fois, 2 fois, 3 fois. Et ce venue à Montréal, elle date de très très longtemps. Et pas du deuxième Jean-François, mais du premier Jean-François qui est là dans la salle. Donc, si je suis là, c'est aussi à cause de lui et à cause de la route verte dont j'ai raté l'anniversaire à l'époque. Donc, j'espère me rattraper. Je me suis un peu rattrapée cette semaine en parcourant des petites sections à vélo. Et j'ai vraiment beaucoup de chance cette semaine parce que j'ai eu une visite privée de Montréal à vélo par le président, directeur général de Vélo Québec, par Jean-François Pronovo himself, un des pères fondateurs de la route verte et de Vélo Québec, et puis par un des ingénieurs de la ville de Montréal qui a développé le réseau Express Vélo de Montréal et qui m'a fait une visite rien que pour moi cet après-midi. Et j'ai été accueillie de façon complètement admirable et formidable. Donc, je vais bientôt émigrer au Québec, je vous préviens, je vais déménager. Tout ça pour dire que l'accueil est exceptionnel et que vous avez une ville aussi exceptionnelle. Je ne sais pas si vous réalisez la chance que vous avez de vivre dans une ville aussi belle et aussi verte. Tout urbain français dont je suis regarde jalousement tous ces espaces verts et tout cet urbanisme très progressif, tactique et provisoire qui parfois dure un peu 15 ans, j'ai l'impression, qui est assez formidable et dont on pourrait très largement nous s'inspirer. Alors, je vais essayer de vous proposer quelque chose, une petite conférence sur le tourisme à vélo en France, mais moi je trouve que c'est réducteur parce que finalement le vélo c'est une affaire politique aujourd'hui en France et partout en Europe et dans le monde, et que nous le tourisme à vélo ça a été une manière de porter le vélo à un niveau politique au service du développement des territoires. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, Vélo et Territoire, c'est ce que décrivait Julien, donc je ne vais pas trop rentrer
dans les détails, mais nos adhérents, ce sont des collectivités territoriales que vous avez ici décrites à l'écran, les régions françaises en bleu, les départements français en vert et les intercommunalités et leurs groupements en taches jaunes ou en petits points rouges. On en a près de 200, ça va en croissance, etc. Et elles sont toujours plus nombreuses à rejoindre le réseau. Donc, notre cible, ce sont les élus, les techniciens des collectivités, les ingénieurs, qui, au travers des compétences des collectivités territoriales françaises, qui recouvrent l'aménagement du territoire, la voirie, les lycées, les collèges, les écoles, le tourisme, qui est une compétence partagée, le sport, la sécurité routière et un tas de choses, doivent chacune à leur niveau et dans la merveille et le paradis du millefeuille territorial français, agir de façon concertée, unifiée, uniforme et en regardant dans la même direction pour le développement du vélo. Autour de ce cap stratégique pour l'action 2030, on a un certain nombre d'items thématiques sur lesquels on leur propose un cap stratégique, on leur propose de rendre leur, mais également vers lesquels on oriente nos travaux. Parmi eux, je passe Milia, porter la France au premier rang des destinations mondiales du tourisme à vélo. Ça, c'est notre objectif stratégique depuis 2016, à nous, Vélo Territoire. Dans notre action, alors il y a beaucoup d'actions que fait Vélo Territoire qui ressemblent bigrement à ce que peut faire Vélo Québec à échelle de votre belle province. Il y a le volet de la fédération, l'animation du réseau des collectivités autour de la cause du vélo à 2 degrés divers. Il y a des collectivités très matures, très en avance, dont s'inspirent les autres qui sont beaucoup moins matures, beaucoup moins en avance. La France est quand même un pays largement en développement sur le vélo. On n'est pas du tout un pays développé. Il faut quand même voir ce qui est. On a un objectif 2030 à 12% de part modale. En moyenne en France, aujourd'hui, on est à 3%. Donc, on a quand même les rames dehors et on rame et on rame et on essaie quand même de se hisser un peu plus haut. On a des parts modales dans certaines agglomérations qui peuvent avoisiner les 10, 11, 12%. On pense à Grenoble, Strasbourg ou des agglomérations de ce type-là. Pour ceux qui est déjà allé en France parmi vous, très bien. Qui a déjà fait du vélo en France parmi vous? Ah, c'est pareil. Vous êtes bien toqués aussi comme nous. Et tout ça pour dire que c'est très variable, mais que parfois hors agglomération, là où également les trajets quotidiens font pour la plupart moins de 5 km, là, parfois, on est sous la barre des 1% de part modale vélo. Donc, il y a des gros reports modal souhaitables de la voiture individuelle vers le vélo pour tous les territoires et pas que en milieu urbain, avec une grosse dichotomie entre le rural et l'urbain qu'il faut vraiment adresser. Donc, nos missions, tout comme Vélo Québec, c'est fédérer et animer les collectivités autour de cette cause-là, outiller, inspirer, accompagner, représenter et défendre, qui au Parlement, qui au Sénat, qui au gouvernement, j'aurai l'occasion d'y revenir, et mesurer et objectiver l'impact des politiques cyclables pour convaincre, parce que quand on est une collectivité, quand on est un élu, il faut des billes pour pouvoir convaincre, pour pouvoir faire voter des budgets, pour pouvoir développer des politiques cyclables et, si possible, les plus ambitieuses possibles. Alors, 2 milliards, c'est énorme, hein, 2 milliards. On a annoncé 2 milliards d'euros pour le plan vélo français sur l'horizon 2023-2027, pas plus tard qu'en début de ce mois, le 5 mai. Et ça a été qui a annoncé ça? Ça a été notre Première ministre. C'est quand même pas rien. Premier ministre, c'est la chef du gouvernement. Ça veut dire que l'intégralité du gouvernement, dans toutes les thématiques que ça revêt, est mobilisée autour d'un plan vélo à 2 milliards. Ah, vous avez une jolie petite photo que j'ai prise moi-même d'Elisabeth Borne, notre Première ministre, entourée du ministre de l'Industrie, le grand chauve en haut à droite, et puis c'est votre député d'ici, là. Il était député des Français de l'étranger, basé à Montréal pendant des années. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous avez voté pour lui, certains d'entre vous, je ne sais pas. Vous avez à la gauche de notre ministre de l'Industrie, la ministre de la Jeunesse et des Sports, puis au fond derrière avec la cravate rose, vous avez le ministre des Transports. Avec l'écharpe blanche, vous avez le ministre de la Transition écologique avec un gros portefeuille. Et puis, encore à gauche, vous avez une représentante du ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous voyez le caractère tout à fait protéiforme. Ça, c'était une photo prise en haut en septembre dernier lors des annonces. On va dévoiler un plan vélo, on va être ambitieux, etc. On a attendu quelques mois, jusqu'au 5 mai, pour qu'il dévoile quelques actions de ce plan.
qui ont été dévoilés lors de la photo du dessous. Vous avez la présidente de Vélo Territoire, parce que notre association est présidée par des élus territoriaux. Et nous avons la chance d'avoir une présidente, Christelle Beurier, une élue de Haute-Savoie, qui a été invitée au plan vélo et marche qui a été dévoilé. Ce plan vélo, en très très court, il dit quoi? Il dit qu'il veut former au vélo dès le plus jeune âge. Ça veut dire le savoir rouler à vélo. Alors, vous avez beaucoup d'actions de cette nature opérées par Vélo Québec et partout. L'objectif en France, je rappelle qu'on a un pays de 70 millions d'habitants, donc c'est un peu grand, et la compétence d'intervention dans les écoles élémentaires relève essentiellement des villes, municipalités, des communes, de l'échelon communal. Cependant, si on veut former toute une classe d'âge, ça veut dire 850 000 élèves par an à former à la circulation à vélo, y compris dans les conditions réelles du direct sur la voirie, dans la circulation, etc. Donc c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas, clairement. On est plutôt à 200 000 ces 2 dernières années qu'à 850 000 par an encore. Mais ça, c'est l'ambition, la trajectoire. Autre objectif, c'est faire du vélo une alternative aux autres modes de mobilité, voilà, le train, l'avion, etc., etc. Et surtout, la voiture individuelle. Une toute petite Clio. Alors ici, les tailles des voitures ne sont pas les mêmes que les nôtres. Voilà. Mais une toute petite Clio, donc vous savez, la Renault Clio, vraiment, elle est petite. En ce moment, à la pompe, un plein, c'est 100 €. 100 €, vous imaginez? Qui peut se payer des pleins à 100 €? Voilà. C'est vraiment sur le portefeuille de ménage, c'est des choses qui sont vraiment très excluants. On a vraiment des gens qui comptent les euros qu'ils mettent dans leur réservoir. C'est vraiment quelque chose qui est antidémocratique, qui est très excluant et qui coûte extrêmement cher aux citoyens. Donc d'offrir une mobilité alternative, c'est pas juste pour la beauté du geste ou les poumons de nos enfants, c'est aussi par équité sociale et pour des questions d'inclusion et de démocratie. L'objectif pour faire du vélo une alternative aux autres modes, c'est 80 000 km d'aménagement cyclable en 2027, donc assez bientôt, et 100 000 à horizon 2030. On est actuellement à 57 000 environ France entière. Si on regarde OpenStreetMap, qui est un peu le lieu où on peut vraiment récupérer toute la donnée utile. Et le troisième grand pan, c'est développer une filière économique et industrielle du vélo. Alors là, ils sont un peu emballés sur les objectifs quand même. Même les industriels français leur ont dit calmos, je ne sais pas si on va y arriver. Mais enfin bon, ils ont quand même mis le target à 2 millions de vélos assemblés en France d'ici à 2030. La France avait un fleuron industriel du cycle dans les années, jusqu'aux années 60, 50, 60, 70. Elle a tout viré au profit de la voiture. Et maintenant, évidemment, on s'en mord les doigts parce que la voiture est en chute libre. Les gens ont du mal à s'acheter des voitures, à se payer des voitures et s'interrogent vraiment sur l'intérêt même de s'acheter une voiture dans bien des circonstances, parce qu'on est à bien des endroits dans des situations de voiture partagée, d'utilisation et d'usage de la voiture plutôt que de possession de la voiture. Et on se retrouve avec une industrie de la voiture qui baisse et qui cherche des pans de rebond et des réorientations. Et l'industrie du vélo serait une belle manière de se réorienter, sauf que tous les brevets sont partis à Taïwan. Ça pose 2-3 problèmes. Et puis, parmi cette filière économique et industrielle du vélo, il y a un gros porteur qui est le tourisme à vélo. Et dans les objectifs du plan vélo, sous cette thématique-là, la thématique de vélo et territoire, notre objet stratégique pour l'action, devenir première destination mondiale du tourisme à vélo, a été repris dans le plan vélo. Donc c'est un peu un petit satisfecit. Les slogans qui marchent, c'est repris après en termes politiques. Bon, après, il faut livrer, hein, voilà. Il faut se hisser sur la première marche. Donc le vélo en France aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est quand même un pays en développement. Mais ça, c'est pour vous donner l'image un peu générale. On a une fréquentation cyclable qui poursuit sa croissance. Elle poursuit sa croissance parce qu'on a eu vraiment un boom de fréquentation depuis 2017, avec plus 26% de passages de vélos enregistrés sur les compteurs en moyenne France entière depuis 2017. Alors,
plus 26%. On se dit, ouais, bah, c'est pas tant que ça, si c'est énorme. C'est énorme, France entière, ça comprend tous les milieux, le rural, l'urbain, etc. Et sur des milieux, certaines agglomérations, on est carrément sur du plus 60%, voire même sur du plus 100% sur certaines sections, dans certaines villes comme Paris ou Lyon, etc., avec des politiques cyclables extrêmement ambitieuses et avec des reports des transports en commun, Covid oblige, vers le vélo et des habitudes qui se sont prises sur le vélo qui sont extrêmement importantes. Et ça continue d'augmenter doucement mais sûrement, avec une forte prégnance en agglomération pour des motifs utilitaires que vous voyez dépictés là-haut. Évidemment, il y a eu un effet Covid, à l'instar de ce que vous avez, vous, pu faire, si j'ai bien tout compris aux explications. Nous, les acteurs du vélo français, pas que Vélo et Territoire, mais avec les usagers de la bicyclette, l'État, les services de l'État, etc., et le Club des villes et Territoires cyclables et marchables, parce qu'on a la beauté d'avoir 2 réseaux nationaux de collectivités sur le vélo en France. On s'est retroussé les manches, tout en visio et en confinement, évidemment, pendant toute cette merveilleuse période du Covid, pour essayer de pousser un maximum la politique vélo pendant cette période-là. Et ça a donné une campagne du « Le vélo, mon geste barrière ». C'est un outil de mobilité de distanciation sociale. Ça a bien marché. On en a profité pour pousser auprès des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires de voirie de dire profitez que les voiries soient vides pour faire des aménagements cyclables de transition. Et à cette occasion, il y a eu environ 1000 km France entière d'aménagements cyclables de transition, les coronapistes, comme on dit les journalistes, même si c'est assez moche et que j'aime pas trop cette appellation, qui ont vu le jour. Là, vous avez l'assez emblématique pont de Neuilly qui dessert le quartier d'affaires de la Défense. C'était un point noir horrible pour les cyclistes jusqu'au Covid, où là, ils ont fait une coronapiste profitant du vide sidéral, qui aujourd'hui est pérennisé et permet de relier la Défense à vélo en toute sécurité désormais. Donc il y a eu vraiment des effets incroyables et parmi les 1000 km d'aménagement cyclable de transition développés à cette occasion, on estime à peu près à 70% celles qui ont été maintenues. Vélo et Territoire, nous on est basé à Lyon. Il y a eu des dizaines et des dizaines de kilomètres qui ont été pérennisés grâce aux aménagements cyclables de transition. Donc là-dessus, ça a été un vrai booster. Et au passage, ça nous a permis d'expérimenter la mode montréalaise, parce que vous, les aménagements cyclables de transition, vous en faites régulièrement. Il y en a même qui sont du transitoire permanent, j'ai bien compris. Mais bon, bref. En tout cas, vous savez la transition hiver, été, enfin voilà, avec l'enneigement, sans neige, vous savez faire cette adaptation permanente finalement pour les aléas climatiques ou pour les travaux, pour etc. Nous, là, on a appris. On a appris, en fait, on voit que ça marche. Des fois, on ne pérennise pas parce que ce n'était pas une bonne idée. Et bien souvent, on pérennise, voire on améliore. Et ça permet de belles choses. Et c'est un mode de faire, du coup, qui a été conservé bien des fois, où maintenant, on voit des agglomérations, on voit des maîtres d'ouvrage, on voit des urbanistes qui envisagent le test avant l'incrémentation définitive. Et ça, c'est vraiment un atout, un mode de faire qu'on a hérité du Covid. Il y a eu évidemment d'autres opérations. Il y a eu un gros coup de pouce vélo qui a été financé, mettant en avant que le vélo était un geste barrière, à encourager, à éviter que les gens s'entassent dans les transports en commun quand ils ont eu enfin le droit d'y retourner. On leur a dit, voilà, si vous avez un vélo dans votre grenier, dans votre garage qui dort, c'est le cas de beaucoup de gens quand même, il faut le dire, on vous donne un coup de pouce vélo, c'est-à-dire on vous donne un peu d'argent pour prendre en compte sa remise en état et sa réparation afin que vous puissiez le réutiliser enfin. Et ça a permis de réparer plus de 100 000 vélos partout en France et d'en mettre plein en état. Moi, j'ai réparé 3 vélos, j'étais très contente. Voilà, tout ce qui s'est passé comme ça avec cet effet Covid qui a vraiment boosté le vélo et qui en a fait un objet médiatique extrêmement désirable et qui, du coup, a mis plein de gens au vélo. Ceux qui hésitaient, qui disaient « ah oui, quand même ». Et puis, de toute façon, quand on ne pouvait plus d'être enfermé dans quoi que ce soit, ils se sont mis au vélo et là, c'était la liberté, c'était le bonheur. Et vous savez bien, l'adopter, c'est l'essayer. Alors, il y a d'autres raisons impérieuses qui sont, le Covid, ce n'était pas très fun, mais il y a également les autres raisons impérieuses qui font qu'aujourd'hui, le vélo, comme outil quand même assez universel et transversal d'adresser des vrais projets, des vrais problèmes sociétaux d'ensemble, ça s'impose vraiment à nous. La France est en Europe et l'Europe fait partie des continents qui souffrent le plus durement et dont les
les températures augmentent le plus fortement et le plus rapidement aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans des situations, de canicule, de sécheresse hivernale. Oui, on connaît maintenant des sécheresses hivernales où il y a 0 précipitation dans certains coins. Donc, on prend vraiment le réchauffement climatique en plein. Donc, ça devient une vraie réalité. Le fait de devoir agir parce que c'est juste une obligation impérieuse avec les feux qu'on a eus pas plus tard que l'été dernier en Gironde. Et puis, il y a le fait que voilà, on est sur le continent européen et on est censé avoir une trajectoire 2030 Fit for 55. Ça veut dire qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55%. 55% sur les différents secteurs, l'agriculture, le logement, etc. Et les transports et la mobilité fait partie des seuls secteurs qui ne diminuent pas. Voilà. Donc, il y avait un vrai enjeu là-dessus. Il est bien évident que ça ne passera pas que par l'électrification des voitures, qui par ailleurs sont un problème. Donc aujourd'hui, le vélo en France, c'est devenu un sujet de société reconnu, vraiment. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, et la jolie photo de famille que vous avez eue, adresse ça en vrai sujet politique transversal désormais. Et ça n'a pas toujours été le cas, loin s'en faut. Donc on peut vraiment se réjouir de ces 2 milliards d'euros pour le vélo, ça c'est sûr. Mais bon, on est 70 millions d'habitants, si on ramène ça par tête de Français et par an, c'est 4 euros par an par habitant. C'est pas non plus fou, hein, mais c'est déjà pas mal. Tout ça, c'est le fruit quand même d'un travail incessant, ces 2 milliards d'euros. Le fait qu'en 2018, on ait eu la ministre des Transports de l'époque, l'actuelle première ministre, qui se sont engagés dans un plan vélo autrement plus important que ses prédécesseurs et que cette année, on a eu un plan vélo deuxième génération à 2 milliards. Tout ça derrière, c'est des aiguillons qui poussent à la roue, qui invitent, qui incitent, qui embêtent, qui séduisent, qui cajolent, tout ce que vous voulez. Mais à l'instar de ce que vous faites vous à Vélo Québec, enfin, vous faites ça au quotidien, donc je ne vais pas vous l'apprendre. Et pour cela, c'est vrai qu'on est en mode coalition, on se met les acteurs tous ensemble. Là, les acteurs, vous avez leur petit logo à l'étage là-haut. Évidemment, Vélo et Territoire, mais vous avez aussi l'Union Sport et Cycle. Donc, c'est un peu l'union des marchands d'articles de sport et de vélo. Vous avez la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est de plus en plus puissante et importante et organisée en France et qui fait vraiment de très très belles choses sur le plaidoyer, l'interpellation et la structuration de la parole citoyenne, la démocratie participative. Vous avez nos homologues du Club des villes et territoires cyclables et marchables. C'est un peu Vélo Québec et Piétons Québec réunis en direction des collectivités. Et puis la PIC, c'est l'organisme national qui gère le marquage des vélos, parce que maintenant en France, tout nouveau vélo vendu dispose d'un code pour, s'il est volé et retrouvé, on puisse le restituer à son propriétaire. Et il y a une association pour gérer ça, la distribution de ces numéros, et c'est la PIC. Dans ce cadre-là, ces coalitions, on se met ensemble pour susciter, parler vélo lors des élections nationales. On l'a fait en direction des députés pour les interroger, les inviter à parler vélo et à se positionner sur les questions cyclables lors des élections à la députation, donc pour l'Assemblée nationale française. Et on a fait de même. La FUB était très chef de file sur ces histoires-là. Pour les candidats, alors peut-être que vous ne connaissez pas leur tête, mais les candidats à la présidence de la République, la France est un pays très, très centralisé, et la présidence de la République, le président de la République est quelqu'un qui compte beaucoup et qui dirige beaucoup de choses. Et cette interpellation fait que le sujet est sur le haut de la pile. Et cette interpellation se fait sur la base d'un livre blanc sur lequel on s'est mis d'accord collégialement. Alors, il n'y a pas 1 milliard de mesures, parce qu'on a toujours plein de mesures à suggérer, mais on s'est arrêté sur une grosse dizaine de priorités pour le prochain quinquennat à vélo, sur lequel on surfe tous ensemble et on appuie, on utilise toujours ces 10 priorités pour chaque trajectoire de documents administratifs, de trajectoire législative, etc. C'est sur ces 10 priorités qu'on veut faire du vélo un atout pour la France. Évidemment, là-dessus, il y a la question de la filière économique du vélo, avec un certain nombre de mesures prioritaires. Il y a une mission parlementaire qui a dit qu'il y a une vraie filière économique du vélo d'ensemble pour la France. Ça vaut le coup de miser là-dessus, collégialement, et pas que pour l'industrie, y compris
pour le tourisme. Et cet argument économique, il est bigrement important. Pourquoi? Parce qu'il ouvre les oreilles de Bercy. Bercy, en France, c'est qui? C'est le ministère des Finances. Et le ministère des Finances, c'est qui? C'est celui qui est le plus dur à convaincre. Et je pense que c'est assez universel, si j'ai bien compris. Et évidemment, tout ça, c'est dans un contexte encore un tout petit peu plus large, parce qu'on est dans un contexte, nous, européen, évidemment, et au niveau européen aussi, il y a tout un volet de plaidoyer, d'amplification de l'outil vélo et d'un plan vélo européen sur lequel nous embrayons le pas ou que nous appuyons et que nous soutenons également. Mais très longtemps, avant d'en arriver là, le seul sujet sur lequel on arrivait à vendre les politiques cyclables, figurez-vous que c'était le tourisme. L'économie, oui, bon, ok. La bonne santé de vos enfants, oui, ok, mais bon, ils vont continuer à être conduits à l'école en voiture. Les villes respirables, oui, ok. Le cadre de vie, oui, ok. L'environnement, la planète, oui, ok. Mais par contre, les retombées économiques liées au tourisme à vélo, ah oui, ok. On a eu cette oreille attentive des collectivités très longtemps par le tourisme à vélo. Du coup, on l'a utilisé très longtemps, et en particulier à Vélo et Territoire. Et c'est la raison pour laquelle, ces 20 dernières années, on a été particulièrement mobilisés sur le développement du tourisme à vélo en France, parce que quelque part, c'était un peu le cheval de Troie qui nous permettait de faire embrayer les collectivités, alors pas tant les agglomérations, mais les départements, les régions, les intercommunalités un peu plus rurales, sur des politiques cyclables un peu structurées, un peu ambitieuses et un peu intéressantes. Alors, les ingrédients clés, peut-être que je ne vous les apprends pas, et vraiment, je m'en excuse, mais les ingrédients clés qu'on a l'habitude de mettre en avant pour le tourisme à vélo, ce sont à la fois les infrastructures, les services, la promotion, les transports et l'interconnexion avec les transports. On a quelques ressources téléchargeables sur notre site en français, si ça vous intéresse là-dessus. Et si je les détaille, évidemment, il y a le must-have des infrastructures. Enfin, voilà, ici, vous êtes Vélo Québec, vous êtes sur la route verte, etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont conduites à l'échelle de l'agglomération de Montréal. Mais la qualité, évidemment, c'est essentiel. La continuité. Le cycliste se contrefiche, mais comme de sa dernière chemise, de limite administrative. Il s'en fiche de savoir ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut pouvoir continuer son itinéraire de manière non interrompue. Donc ça, c'est vraiment tout à fait clé. Les schémas directeurs cyclables doivent être interconnectés. La sécurité, évidemment, on ne va pas aller avec nos enfants de 7 ans sur une voie départementale en site partagé avec des voitures qui vous frôlent à 90 à l'heure parce que les Français roulent vite et sont des chauffards. Donc, c'est hors de question. Des fois, il faudra du site propre. Des fois, il faudra de l'apaisement de voirie en centre-ville, etc. L'entretien, évidemment. Alors, vous êtes les spécialistes parce que vous avez le vélo d'hiver, donc chapeau bas. Nous, on a du mal à nettoyer des feuilles. Alors, ça vous ferait rigoler. Et puis, il y a la volée de la signalisation qui est tout à fait importante. Avant, on avait la collection, le patchwork merveilleux. Là, c'est en train quand même de se stabiliser, de devenir un petit peu plus lisible d'un itinéraire à l'autre, d'une agglo à l'autre. Ça commence à devenir un peu pareil partout. Sachant que, à l'écran, là, vous avez le schéma national des véloroutes en France. Voilà, c'est quand même un schéma national de véloroute de environ 26 000 km. 26 000 km, c'est quand même pas rien à développer. Aujourd'hui, ce schéma national des véloroutes, vous en avez les itinéraires européens en vert, les itinéraires nationaux en rouge, et puis les traits un peu épais, c'est ceux qu'on a ouverts l'année dernière. Voilà. Et il nous reste sur ce schéma national des véloroutes et les schémas et les itinéraires européens un peu plus de 5 000 km à réaliser à horizon 2030 si on veut atteindre nos objectifs collégiaux avec les territoires. C'est ambitieux, c'est jouable, mais c'est ambitieux. Et le plan vélo va nous y aider. Le schéma national vélo, il est là, à votre gauche. Vous avez une carte téléchargeable, c'est une carte d'aménageur façon station de métro. Il y en a qui trouvent ça génial et merveilleux et qui veulent nous la commander. Mais excusez-nous, c'est une carte d'aménageur, on ne la vend pas, mais envoyez-nous un timbre, peut-être qu'on vous aidera avec. Et à droite, vous avez le schéma européen continental Eurovélo, il en a été question tout à l'heure. Le schéma continental Eurovélo qui, pour la France, a 10 itinéraires qui sillonnent notre pays, qui est aussi un outil vraiment d'aménagement des territoires. Et les Eurovélos en France sont vraiment nos itinéraires champions qui présentent un état d'avancement qui va au-delà des 90%, presque 95%. On en est assez fiers. Les services,
évidemment, c'est quelque chose d'important. Les aires de service, les haltes-repos, quand il fait un cagnard tel que celui d'aujourd'hui, on a un peu envie de trouver de l'ombre de temps en temps et de pouvoir remplir une gourde et de pouvoir se reposer, s'abreuver. Le manque le plus criant en France, ce sont les points d'eau et les toilettes le long des itinéraires. C'est unanime depuis 20 ans dans toutes les enquêtes de qualité. C'est toujours ça qui remonte. Bien souvent, les cyclistes sont obligés de repérer où se trouvent les cimetières pour pouvoir remplir leur gourde. Quand même, il y a mieux. Et puis, évidemment, il y a l'équivalent de bienvenue cycliste que vous avez ici. C'est Accueil Vélo. Accueil Vélo en France, alors là, le contraste n'est pas saisissant. Mais Accueil Vélo en France, c'est 6400 prestataires qui sont marqués de la marque Accueil Vélo, dont 64% sont des hébergeurs de toute catégorie, mais il y a aussi des restaurants Accueil Vélo, il y a aussi des loueurs réparateurs, il y a des offices de tourisme et loisirs et activités. Par exemple, un musée peut être Accueil Vélo, une base de loisirs peut être Accueil Vélo, s'il complaît un certain nombre de critères. Il y a le volet de la promotion, la marketing, la communication, avec à votre gauche un certain nombre de marques d'itinéraires. Vous en avez aussi, la Véloroute de Bleuet, ça fait partie des marques d'itinéraires reconnues chez vous, on en a un certain nombre. Il y a également tout le print, tous les événements, etc. Mais ça, c'est... Voilà. Et il y a ce que nous avons développé pour nous-mêmes, parce qu'au niveau national et gouvernemental, il ne se passait rien sur le tourisme à vélo, indépendamment de nos appels du pied. Le ministère du Tourisme, en fait, on n'en a pas en France de ministère du Tourisme, même si ça représente 8% de notre PIB, il n'y a pas de ministère du Tourisme. Donc, à force d'afforce, on s'est dit, tant pis, on va le faire nous-mêmes. Alors, pas Vélo et Territoire, mais avec, là encore, un consortium d'acteurs, à la fois des gens du privé et des gens parmi les acteurs publics. On a créé France Vélo Tourisme. J'ai des petits stickers, d'ailleurs, à vous distribuer de France Vélo Tourisme, ça a rentré dans la valise, qui a en son sein et sur ce site internet un peu plus de 25 000 kilomètres d'offres cyclables et tout le volet à la fois inspirationnel. Vous pouvez télécharger les traces, etc. pour venir en vacances à vélo en France. C'est notre outil de promotion intégratrice et nationale de la destination France à vélo, parce que la France en tant que telle a un attrait touristique. C'est la première destination mondiale pour le tourisme en général, et on veut que ça le devienne pour le tourisme à vélo. Encore faut-il que ce soit lisible en tant que destination touristique à vélo dans son ensemble et pas juste de manière fragmentée, itinéraire par itinéraire et marque par marque d'itinéraire. C'est important d'avoir cette vitrine de la destination France avec des vrais contenus, des vraies propositions éditoriales, inspirationnelles, et puis des aides à la préparation au voyage. Et demain, parce qu'on y travaille, des éléments pour votre expérience en voyage pendant et même après, pour faire des... Un ingrédient clé sur lequel, je vérifie le temps, Julien, parce que sinon, c'est bon. Un ingrédient clé sur lequel il est extrêmement important et de travailler. Alors, je ne sais pas quelle est votre qualité. Qui travaille dans le développement du vélo ici parmi vous? Ok. Qui est juste cycliste curieux? Ok. Bon, il y en a, ils sont un peu entre les deux, hein, je les vois. Qui a juste vu de la lumière et est rentré dans la salle comme ça, parce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il fait frais, qu'il fait bon et moins chaud que dehors? Non, c'est bon. Ok. Mais un truc, du coup, vu que ça vous intéresse un tout petit peu, ce qui est important, et nous, ce qui nous a permis de plaider le tourisme, ça a été la capacité à évaluer. Alors, c'est perfectible, ça pourrait être mieux, etc. Mais capacité à évaluer l'impact économique de cette affaire-là, adossé aux itinéraires. Et évaluer l'impact, ça a été être capable de dire que le touriste à vélo, il permet d'amplifier la saison touristique. Non pas de faire du juillet-août pendant les vacances scolaires, mais de commencer en avril et de finir fin octobre. C'est ça qui nous a permis de dire que parmi les touristes à vélo en France, il y a 20% d'étrangers. Donc, en général, ils dépensent un tout petit peu plus. C'est ça qui a permis de dire aussi qu'en moyenne, donc là, c'est un touriste à vélo dépense 68 € par jour sur le territoire. Et c'est de la donnée fine. C'est pas il dépense 68 € par jour pour le grand capital et chez McDonald's. Non, c'est pas ça. C'est dans le petit restaurant, dans la petite guinguette,
le petit prestataire local, l'hôtelier, le restaurateur, etc., etc. Et ça, c'est de la donnée, c'est de l'économie locale non délocalisable, c'est du développement local, on est en plein dedans. Donc, c'est vraiment de la dépense très qualitative. Comment on sait ça? C'est qu'on a monitoré, contribué à, incité à conduire des enquêtes de fréquentation et de retombées économiques au fur et à mesure sur un certain nombre d'itinéraires français ou de zonages d'itinéraires français. Les expérimentateurs de système-là, ça a été au niveau de la Loire à vélo, dans les années 2000 à l'époque. Ils ont développé une méthodologie qui depuis a fait des petits, et cette méthodologie, elle a été utilisée par tout ça. C'est ça un réseau d'acteurs, ça permet d'expérimenter à certains endroits, de prendre les bonnes idées, puis de les répliquer aux autres territoires, et après, de faire œuvre commune et de pouvoir démontrer des impacts nationaux. Cette méthode, elle est disponible, elle est en ligne, vous pouvez la télécharger, la reprendre pour votre compte. N'hésitez pas, c'est là. Ça nous permet de dire, et en plus des retombées économiques, et j'aurai l'occasion d'y revenir avec quelques indicateurs, on monitore aussi grâce à notre outil Plateforme nationale des fréquentations, un outil qu'on tient grâce à notre partenaire Ecocompteur, notamment depuis très très longtemps, 2013 je crois. Ça nous permet d'établir itinéraire touristique par itinéraire touristique dès lors qu'il y a suffisamment de compteurs dessus, donc les Eurovélos françaises, d'établir des progressions de fréquentation des itinéraires. Ça, c'est très important parce que les progressions de fréquentation, donc le nombre de vélos qui passent, compilées aux enquêtes où on arrête les cyclistes, on leur demande qui êtes-vous, d'où venez-vous, combien avez-vous dépensé, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes un homme, une femme, vous avez voyagé en groupe, et qu'est-ce que vous avez. Ça nous permet d'avoir des extrapolations économiques tout à fait intéressantes. Donc, l'augmentation des fréquentations des itinéraires avec les questions administrées sur site, sur les itinéraires que je vous ai montrés précédemment, ça nous permet de dire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, du coup, on est en capacité de dire que la France est la deuxième destination mondiale du tourisme à vélo. Vous allez dire, mais alors c'est qui les premiers? Parce que c'est l'Allemagne. De façon pas du tout étonnante d'ailleurs, parce qu'ils ont un marché domestique complètement incroyable sur le tourisme à vélo déjà, et parce qu'ils ont une offre qui a commencé à se développer largement avant nous et qui est extrêmement étoffée. On a 12% des Français qui ont une pratique régulière ou systématique du vélo pendant les vacances. C'est quand même important, sachant qu'il y a beaucoup de Français qui partent en vacances en France. Donc, c'est quand même une clientèle tout à fait intéressante. La dépense moyenne quotidienne de 68 € par jour de touristes à vélo, c'est intéressant, d'autant que c'est 24% de plus qu'une dépense moyenne de touriste général en France. Donc, ils dépensent plus le touriste à vélo, et ça, c'est tout à fait intéressant. La France est la première destination programmée par les tours opérateurs spécialisés. Et on a 22 millions de Français qui pratiquent le vélo pendant... Oups, j'étais sûre que j'allais faire ça. J'étais sûre. Pendant les vacances et principalement pour des balades. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de Français qui sont à vélo pendant leurs vacances pour se déplacer. C'est aussi un outil de mobilité sur le lieu de vacances. Et puis, on a des fréquentations numériques des sites qui ont explosé depuis le Covid et qui continuent de progresser. Et donc, on est sur du 4,2 milliards d'euros de retombées économiques directes estimées en 2019. Il est clair qu'il y a des trous dans la raquette et qu'on ne voit pas tout. Alors, cet objectif de devenir première destination mondiale du tourisme à vélo, comment on l'atteint? Parce que c'est bien gentil, on fait les Français, on se la pète un peu, c'est repris dans un plan vélo maintenant, mais bon, il va falloir livrer. Et ça va quand même être une autre paire de manches, parce que la France est quand même un pays où il y a beaucoup d'atouts, etc. Mais c'est aussi tout un écosystème d'acteurs très important, très mobilisable, mais il va falloir vraiment l'embarquer dans cette ambition-là et ça va revêtir un tas de choses. Alors, je ne vais pas vous en révéler trop, quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. On va révéler ça la semaine prochaine à notre conférence nationale du tourisme à vélo. Donc, il n'y a pas de raison que vous ayez la primeur. Mais en fait, quand même, je vais reprendre les choses qui étaient importantes. Filière économique du vélo, ce sera important si, y compris sur le tourisme à vélo, ça embraye et ça embarque, c'est repris ensuite du coup dans le plan vélo. Entre-temps, et même un tout petit peu avant, le Premier ministre de l'époque avait dit on va faire quand même un plan pour développer le vélotourisme en France. On va quand même lui donner un petit peu de sous. Alors, ce ne sera pas 2 milliards d'euros comme pour le vélo, mais on va leur donner 6 millions d'euros pour quand même développer un certain nombre de choses. À l'échelle nationale, commencer à tâter le terrain avec quelques appels à projets, etc., pour développer des services, etc.
La filière économique, là aussi, vous avez le livre blanc des acteurs de la filière économique là-haut avec les présidents de l'Alliance Vélo et le ministre de l'Industrie et le ministre des Transports qui sont là à se mobiliser autour de l'économie du vélo. Et en dessous, vous avez la photo de tous les acteurs mobilisés pour l'élaboration de la stratégie nationale du tourisme à vélo sous l'égide de Vélo Territoire. Donc, c'est un processus qui est en cours d'écriture actuellement et qu'on devrait révéler dans une partie provisoire la semaine prochaine à Angoulême. Je ne vous invite pas à venir et ce ne sera pas en visio. Il y aura juste Jean-François Rau qui pourra faire passer une petite tête dont on pourra profiter de la présence. Voilà, parce qu'on le vaut bien. Et cette stratégie nationale du tourisme à vélo, on a souhaité un peu aussi ouvrir, non pas nos chakras, mais ouvrir un peu la manière dont on avait de travailler. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était très focalisé sur le tourisme à vélo en France et d'ailleurs, on a laissé un peu croire que ça se cantonnait à ça. On a beaucoup travaillé autour du développement des grands itinéraires. Parce qu'on avait besoin d'un schéma national de vélo, on avait besoin d'infrastructures cyclables, donc c'était l'excuse pour développer tout ça. Et puis aujourd'hui, on réalise bien, enfin le Tour de France, je pense que vous connaissez tous le Tour de France, le Giro d'Italia, toutes ces grandes courses mythiques, mais tous les gens qui viennent en France pour se faire l'école mythique du Tour de France, c'est énorme. Le nombre de touristes à vélo qui viennent en France juste pour ça, c'est vraiment énorme. Et avec l'avènement du vélo assistance électrique, c'est encore plus. Ça veut dire que monsieur et madame tout le monde peuvent maintenant se taper les Tours de France fastoche grâce au VAE. Donc vous imaginez le nombre de personnes que ça fait. Les routes des Alpes en été, c'est invraisemblable. Il y a plus de cyclistes que de voitures qui circulent sur certaines routes. Mais c'est véridique, c'est incroyable. Là-dessus, vous rajoutez toutes les pratiques de... Nous, on dit des VTT, mais il ne faut pas dire VTT, il faut dire vélo de montagne parce que ça ne veut pas dire la même chose. Donc, de vélo de montagne qui également s'est démocratisé avec l'avènement du vélo de montagne à assistance électrique, que l'on voit vraiment partout, également en montagne, mais pour des grandes traversées de massifs, etc. Il y en a vraiment partout. Il y a le gravel qui se développe, qui se démocratise. Et vous avez, par exemple, toutes les stations de ski françaises qui n'ont plus de neige, alors qui cherchent à se réinventer, et comme elle se réinvente beaucoup avec l'outdoor et beaucoup avec du vélo. Alors, il y a un peu de fat bike, évidemment, à l'instar de ce que vous faites vous. Ici, j'en suis sûre aussi, mais il y a toute la proposition VTT de descente, VTT en traversée, etc., etc., etc. Donc, les loueurs de ski l'hiver deviennent également loueurs de vélo l'hiver. Et puis, on a même certaines stations de basse altitude, comme dans le Jura, par exemple, qui ont carrément arrêté de louer des skis et qui font du vélo toute l'année. Donc ça, on a ouvert dans la stratégie nationale du tourisme à vélo, dans cette élaboration, aux autres mondes, avec la Fédération française de cyclisme, avec la Fédération de cyclotourisme aussi. On a invité les organisateurs du Tour de France, ASO, à être à la table de la discussion et de l'élaboration collective. On a invité évidemment Decathlon Pro, qui réfléchit à plein de choses en ce moment sur la révolution, la vélorussion dans les pratiques, mais également sur les propositions beaucoup plus touristiques. Et puis, on a invité des sujets émergents comme WeBike. Eux, ils proposent par exemple des solutions de gestion en one way, comme on dit. C'est-à-dire, je commence à Besançon sur l'Eurovélo 6 et je m'arrête à Nantes, mais je ne veux pas revenir à mon point de départ. Donc, eux acheminent les gens plutôt que de les obliger à faire cela. Et toutes ces propositions-là et tous ces acteurs-là et toutes ces pratiques du tourisme à vélo qui sont extrêmement protéiformes et évolutives, qui plus est, on les a mis autour de la table. Et du coup, ça nous a permis d'adresser un certain nombre de sujets. Et la stratégie nationale du tourisme à vélo s'orientera autour d'un certain nombre de thématiques. L'aménagement des itinéraires, évidemment, mais bon, j'ai eu l'occasion d'y revenir. La question de l'accessibilité et de l'intermodalité. Alors, vous me dites, ouais, vous, le train en France, c'est génial. Au moins, vous en avez. Bah oui, mais enfin, c'est vachement moins bien que ce que c'était avant, déjà. Ça a tendance à se dégrader quand même. Et quand on regarde sur d'autres voisins européens, c'est largement perfectible. Et pour tout ce qui est de propositions train plus vélo, que ce soit embarqué, rabattement ou service de location à l'arrivée, c'est vraiment pas bon. Et ça mérite vraiment d'être adressé. Donc là, il y a un vrai talon d'Achille français là-dessus qu'il va falloir adresser si on veut être compétitif vis-à-vis des autres pays européens qui, eux,
en font un sujet et qui, eux, agissent là-dessus. Donc, si on veut être première destination mondiale du tourisme à vélo, ça va aussi avec le train parce que les cyclistes, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment ne pas carboner du tout pendant leurs vacances, donc venir en train lorsque la proposition leur est faite. Et bien souvent, ils sélectionneront leur destination en fonction de la desserte en train de la destination. Donc, c'est tout à fait important. La question des équipements et des services, je vous parlais des cimetières tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout anecdotique. Il va y avoir aussi toute la question de la planification climatique aussi des voyages. Désormais, vous allez peut-être éviter les mois de canicule. Vous allez peut-être aussi choisir votre itinéraire cyclable en fonction de l'ombrage que vous y trouverez ou que vous n'y trouverez pas. Et au même titre que vous aurez les heures de pic de fréquentation d'un musée, éviter le Louvre le 14 juillet de telle heure à telle heure, et ben on vous dira peut-être éviter la Loire à vélo entre telle date et telle date, ou entre telle heure et telle heure, because il y a trop de soleil et qu'il fait bien trop chaud. L'information, la promotion, la com et le marketing, on pourrait être largement meilleur. On n'est pas fichu en France d'avoir une carte de France des itinéraires désirables à vous distribuer aujourd'hui. Je suis venue avec des pauvres stickers. Je préférais vraiment avoir une belle carte à vous proposer pour vous inviter à venir en vacances en France. Et puis le volet de l'observation, de l'évaluation. Sans démontrer l'impact, on ne sera pas capable de dire dans 3 ans que en fait, ce n'est pas 4,2 milliards, mais c'est 10 milliards de retombées économiques directes du tourisme à vélo. Or, si on prend vraiment en compte tous les pans et tous les prismes du tourisme à vélo en France et tout ce que ça apporte en devises de retombées économiques locales, non délocalisables et hyper qualitatives, voilà, on ne pourra jamais porter les politiques plus loin. Or, c'est de ça dont nous avons besoin parce que on sait très bien qu'il y a une grosse porosité des pratiques, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'un jour, on y vient par le tourisme ou par les loisirs, et puis après, on embraye sur la mobilité à vélo au quotidien, ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on se met à faire du vélo au quotidien, puis finalement, demain, on devient touriste à vélo. Il faut savoir que le touriste à vélo, c'est un multirécidiviste, c'est-à-dire qu'il essaie une fois, puis après, il va collectionner un autre morceau, puis un autre morceau, puis un autre morceau, et puis il va finir par tous se les faire. J'ai rencontré Patrick et Yvette l'autre jour sur un tandem rouge sur la Via Rona en bas du bureau. Ils avaient fait toutes les Eurovélos, tous les itinéraires français. Ils venaient de leur Bretagne, ils avaient 75 ans. Et ils disaient, ah là, depuis 10 ans quand même, c'est vraiment devenu génial maintenant. Ils étaient tout contents. Bon voilà, j'aurais donné une carte. Bon, maintenant, je vais vous mettre quand même quelques petites photos, histoire de vous donner envie. Tout ça, c'est très bien, il faut venir voir. Voilà. Un peu de Provence, un peu de Vallée du Loir, un peu de Massif Central, un peu de Canal des Deux-Mers à vélo, un peu de Chambord quand même, parce que ça en jette. Et puis là, vous avez aussi la Loire à vélo au centre. Vous avez la voie bleue qui va relier Lyon à Luxembourg à vélo, enfin qui relie déjà pour partie, qui va être quand même assez magnifique et magistral. Vous avez la vélo maritime ici, des itinéraires que je vous invite vraiment à venir parcourir. Grâce à ce petit QR code qui vous enverra sur le site merveilleux de France Vélo Tourisme, et vous trouverez toute l'offre de tourisme à vélo en France, enfin presque, et ça va s'améliorer dans les années qui viennent. J'espère que ça va pour le temps. Ouais. Merci beaucoup, Camille. Merci d'avoir respecté le temps. Je sais que ce n'est pas toujours simple, donc merci. Merci de nous laisser sur ce QR code, mais sur ces belles photos avant de terminer. Et merci pour ce tour d'horizon qui était, malgré toute la modestie que tu veux bien y mettre, c'était vraiment extrêmement enthousiasmant et très, très inspirant. On va donc poursuivre la conversation avec un panel d'invités qui va nous offrir une mise en regard France-Québec sur ce sujet du développement du tourisme à vélo. Puis j'ai bien aimé ta conclusion de ces porosités entre la pratique touristique puis le développement de la pratique cyclable au quotidien, le passage de l'un à l'autre. Et pour cela, on a la chance d'accueillir plusieurs acteurs qui œuvrent au quotidien dans différents domaines, mais qui sont ô combien complémentaires au développement d'une offre touristique à vélo. Tout d'abord, notre première invitée est Amélie Caron. Diplômée de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, elle a travaillé dans le monde de la culture et des arts pendant plusieurs années et en marketing pendant 6 ans chez Voyage Gendron. Spécialisée, ouais, ça a coupé, j'ai dit Voyage Gendron, ça coupe.
Ouais, une agence spécialisée dans les voyages sportifs où elle s'est beaucoup impliquée dans le département des voyages à vélo. Amélie Caron est aujourd'hui coordonnatrice au développement du cyclotourisme à Tourisme Montérégie. Et dans ce poste, où elle combine ses passions pour le vélo et le voyage, elle met son expertise au service des membres de l'ATR pour mettre en valeur l'offre cyclable et les attraits de la région. Amélie, merci beaucoup pour ta présence parmi nous. Je t'invite à nous rejoindre ici. Pour enrichir ces échanges et multiplier les points de vue sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Meyer. Frédéric Meyer travaille dans l'hôtellerie à Salaberry de Valleyfield pour l'hôtel Plaza Valleyfield depuis plus de 10 ans. Au cours de sa carrière, elle a pu s'impliquer dans différents comités avec la ville, avec la MRC et Tourisme Montérégie. Passionné des opérations et du tourisme local, Frédéric Meyer contribue avec l'hôtel Plaza à l'accueil des touristes à vélo de la région. Merci beaucoup, Frédéric, d'être parmi nous pour nous partager la perspective de l'accueil et de l'hébergement des touristes. Merci. Enfin, pour compléter ce tour d'horizon de l'écosystème touristique à vélo, on a aussi le privilège de recevoir ce soir David Lecointre. David Lecointre est arrivé au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2000 depuis sa Belgique natale. Titulaire d'un baccalauréat en économie, option tourisme, il occupe de 2007 à 2011 le poste de directeur général de la véloroute des Bleuets. De 2012 à 2015, il est enseignant en technique de tourisme au Cégep de Saint-Félicien, consultant en tourisme, activité au cours de laquelle il reçoit notamment le mandat de développer pour le compte de Promotion Saguenay la véloroute du fjord du Saguenay. Depuis 2015, il est de retour à la direction générale de la véloroute des Bleuets et il a notamment lancé depuis le premier guide Expérience Vélo Saguenay Lac-Saint-Jean, un guide de promotion et de planification pour explorer la région à vélo. Et depuis juin 2022, David Lecointre est également président de l'Association des réseaux cyclables du Québec. David, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bien, ma première question, en lien avec tout ce qui nous a été présenté ce soir, où on voit bien toute l'importance que peut avoir le développement de l'offre touristique à vélo, que ça a été un moyen, ça a été ça la porte d'entrée pour développer le vélo. Je voudrais d'abord, David, te demander qu'est-ce que ça représente le tourisme à vélo pour une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Autrement dit, qu'est-ce que c'est un petit peu le poids de cette activité dans l'offre régionale et dans l'offre touristique au Saguenay? Merci, Julien. Merci. Notre région, le vélo, c'est devenu un produit d'appel, un produit phare. Et en fait, dans tout ce que tu présentais tout à l'heure, ça me donne plein de souvenirs de l'origine de la véloroute des Bleuets. Au départ, il y a quelques rêveurs dans les années 80 qui c'est cette fois qu'on a un lac, on a un tour de lac à vélo, c'est unique, on va vendre ça. Et ça a réussi parce que ces rêveurs-là ont convaincu les élus locaux de toute la région à mettre ça en priorité lors d'un sommet économique régional. Ça a cheminé, et pour faire une histoire courte, aujourd'hui, c'est plus de 15 millions de retombées économiques pour le lac Saint-Jean. C'est énorme à l'échelle de notre région. On est rendu à 300 000 usagers. Mais au-delà des chiffres, ce qui est important, ce n'est pas le nombre, c'est d'en avoir des chiffres, d'avoir pu, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, d'avoir pu mettre en place des moyens qui nous permettent d'alimenter les élus lorsqu'il faut choisir si on va développer une infrastructure cyclable ou une autre. Si on va prioriser dans une campagne promotionnelle de notre affaire, notre office du tourisme régional, le vélo ou autre chose. Puis ça, donc, on a réussi à le documenter au fur et à mesure des années avec ce qu'on a appelé la prophétie. Ce que ça représente aussi pour notre région, de très important, peut-être de complémentaire à ce que j'ai entendu sur la France. Les Français sont accueillants, mais les Québécois, et en particulier les Lanois, sont très accueillants. Alors nous, là, la matérialisation de ça, ce sont des patrouilleurs que nous, on a voulu appeler des ambassadeurs. Ça, c'est unique au Québec. C'est très fort au Lac-Saint-Jean. Ça veut dire que c'est des bénévoles qui s'impliquent sur l'ensemble des réseaux cyclables du Québec pour accueillir le tourisme. Donc, une fois qu'on a mis, on a des cartes, on t'en donnera. On a des cartes. On a des aménagements, on a de l'eau des rivières, des cimetières aussi.
Alors, mais on a surtout des patrouilleurs qui accueillent les gens qui ont 4 fonctions. La première, l'accueil touristique. Donc ça, c'est vraiment le moyen, je pense, le meilleur d'accueillir les gens dans une région. Le deuxième, c'est les premiers soins, parce que les accidents à vélo, dans vélo assistance électrique, voilà. Le troisième, c'est le micro. Le troisième, c'est donc l'assistance mécanique. Et enfin, ce sont nos yeux, c'est l'observation sur les réseaux cyclables du Québec pour s'assurer que tout ce qu'on met en place, les infrastructures, les collectivités, tout ça, reste en place et soit parfait, le plus parfait possible pour nos usagers. Donc, pour répondre à ta question, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plus de 15 millions de retombées économiques, c'est plus de 75 bénévoles qui s'impliquent pour sillonner le territoire et assurer une qualité de l'expérience. Puis, enfin, le vélo, c'est pas seulement l'expérience vélo-route des Bleuets, qui est le produit phare, le produit qui tire, mais c'est une expérience pour la famille, l'aspect récréatif, une expérience cyclosportive avec, on n'a pas le Ventoux, mais en tout cas, on a les cols du fjord. Ça ressemble à peu près à des montagnes. Non, c'est quand même des belles montagnes. Puis, une expérience cyclotouristique, une expérience gravel, une expérience vélo de montagne. Tout ça combiné pour différentes clientèles parce que, comme tu l'as dit, une fois qu'on a embarqué sur un vélo, peu importe la manière, ben, on va rejoindre un autre peloton à un moment donné, puis on va pédaler avec les autres. Donc, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est devenu une culture, il y a une culture vélo dans notre région qui s'est développée, qui se développe. Pour la petite histoire, on l'a développée avec des Français. Ils sont plus intelligents que nous autres, surtout moi comme Belge. Fait que là, en tout cas, on a développé ça avec la Voie verte Saône-et-Loire à l'époque, au milieu des années 2000, puis on a essayé de vendre notre destination aux Français, puis de prendre une partie de leur expertise. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple que Vélo Québec, je vous remercie de nous inviter pour partager tout ça, parce que tous ensemble, on pédale, puis peut-être en Allemagne aussi, mais en France ou au Québec, c'est quand même très bon. Alors, je pense que ça fait le tour. Merci David. Et justement, si je décale le point de vue et je me mets du côté justement des représentants régionaux de l'offre touristique, donc je me tourne vers toi, Amélie, qu'est-ce qui amène une association touristique régionale comme la tienne, comme Tourisme Montérégie, à dire à un moment donné, OK, en fait, on va investir là-dedans, on va créer un poste, on va recruter une ressource dédiée à ça. Qu'est-ce qui a amené l'ATR à franchir ce pas-là? Ben, dans le fond, j'ai le goût de dire que ça n'a jamais été une grande réflexion à avoir parce que c'est une expérience identitaire de la région, le vélo, le tourisme à vélo. C'est une expérience forte de la Montérégie. Ça a toujours fait partie des actions de la planification stratégique de l'ATR, de l'organisation. Le tourisme à vélo, c'est vraiment représentatif. On a toujours fait de la promotion, beaucoup. En Montérégie pour le cyclotourisme. On a toujours conçu des outils de promotion, notamment des cartes du réseau cyclable, en travaillant vraiment en étroite collaboration avec nos gestionnaires de réseau cyclable. Maintenant, on fait un magazine cyclotouristique. On participe toujours au salon vélo, tout ça. Donc, la promotion, c'est vraiment ce qui a toujours fait partie de l'ATR. Et maintenant, on investit énormément en termes de développement et de structuration de l'offre. Tu l'as mentionné, notamment en créant un poste au développement du cyclotourisme, mais on travaille encore plus en collaboration avec tous les partenaires de la région, oui, les gestionnaires, mais les DG des MRC, vous, Vélo Québec, les partenaires, les organisations, dans la structuration de cette offre-là. Notamment, depuis 1 an, on a mis la commercialisation avec nos amis, nos collègues des cantons de l'Est, Tourisme Canton de l'Est, le développement et la structuration de la véloroute gourmande, que les gens ont sûrement entendu parler. Donc oui, on mise vraiment beaucoup maintenant sur le développement et la structuration de notre grande offre. C'est intrinsèque, on a tellement une belle offre cyclable, une large offre cyclable, et on est d'ailleurs connecté directement avec le bassin de population de Montréal. Donc, la consolidation des liens avec les régions limitrophes, c'est vraiment quelque chose qu'on mise dans les prochaines années aussi. Merci. Puis, je vois, après David, Amélie, on voit qu'il y a des ingrédients régionaux. Camille, toi, de ton côté, si on fait le parallèle avec la France, comment ça s'est passé justement ce travail? On a vu, tu nous as présenté la recette, tu nous as donné tous les ingrédients, mais comment ce travail-là de fourmi a pu se constituer au niveau régional? C'était quoi un peu le cheminement qui a permis de déboucher sur une concertation nationale, une organisation nationale?
Ça ne s'est pas fait en un coup. Il a fallu quelques défricheurs, hein. C'est toujours comme ça que ça commence, c'est que les idées germent. Et puis, il a fallu la capacité à démontrer qu'en fait, il y avait, nous, on a adossé ça sur le développement d'itinéraires, donc comme la route vers ici, j'imagine, mais et on a pu faire cela parce qu'on a fait l'inventaire de ce qui existait. En fait, personne ne l'avait fait à échelle nationale. Vélo et Territoire l'a fait pour le compte du ministère de l'Écologie à l'époque en 2007. Et on a réalisé que sur le schéma national qui était des coups de trait sur une carte, certains itinéraires, et notamment la Vélodyssée, qui est l'Eurovélo en France, qui va de Roscoff à Hendaye, le long de la côte atlantique, pour faire court, sur 1250 km. Enfin, pour les Français, 1250 km, c'est énorme. Pour vous, c'est rien du tout, mais nous, c'est gros. Et en fait, on avait réalisé que le travail cumulé de toutes les collectivités traversées, un certain nombre de régions, une dizaine de départements, etc., était réalisé à 80%, et que personne n'avait conscience qu'en fait, il y avait cet itinéraire quasiment là, quasiment intégralement en site propre, donc séparé du trafic, qui était là, qui tendait les bras à tout le monde et qui avait été développé section par section, parce que pour offrir une mobilité décarbonée aux gens qui étaient en villégiature en vacances, hein, tout simplement, ici, ici, ici. Mais l'addition de tout ça faisait itinéraire cohérent, etc. Donc, il suffisait juste, entre guillemets vraiment, de mettre les collectivités aménageurs de l'infrastructure en cohérence et en coopération, de mettre les ATR françaises en cohérence et en coopération autour de cette proposition d'itinéraire. Et c'est là qu'est née l'identité marketing de la Vélodyssée, c'est là qu'est né le balisage commun de la Vélodyssée, c'est là qu'est né le déploiement d'accueil vélo le long de la Vélodyssée, c'est là que progressivement est née la dynamique de ce qu'on appelle aujourd'hui de comité d'itinéraire, en une méthodologie de projet pour le développement d'itinéraires qui depuis a essaimé sur une trentaine d'itinéraires français et qui fait qu'aujourd'hui on a ces infrastructures que je vous ai montrées à l'écran qui ont pu y compris se réaliser et qui font qu'aujourd'hui, on est à près de 7000 établissements labellisés Accueil Vélo. Ça, c'est le fruit, non pas de quelques ATR sur la Vélodyssée aujourd'hui, mais d'environ 70, 100 ATR sur toute la France, qui sont tous des évaluateurs Accueil Vélo, des animateurs territoriaux Accueil Vélo, et qui sont des défricheurs de trajectoires d'itinéraire sur Accueil Vélo et qui récupèrent les points d'intérêt touristique et les défaillances à adresser et améliorer pour l'expérience touristique à vélo. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé d'accueil. Là, c'est justement dans tes dernières phrases. C'est un thème qui est revenu aussi souvent. Puis, c'est évident que c'est un pilier aussi du développement de l'offre. Je vais me tourner vers Frédéric pour savoir, justement, en tant qu'établissement hôtelier, en tant que première ligne de l'accueil, si je puis dire, qu'est-ce qui amène un établissement comme l'Hôtel Plaza à dire, en fait, voilà, on va investir dans ce secteur-là. C'est quelque chose qui nous intéresse et on veut y mettre l'énergie nécessaire. Oui, bien, un peu comme Amélie disait, c'est très naturel pour nous parce que si vous connaissez un peu la région de Salaberry-de-Valleyfield, c'est une île. Puis tout autour de l'île, on a un réseau cyclable de 140 km. 70 sont des pistes cyclables. Puis la balance, c'est de l'accotement balisé dans justement des endroits où est-ce que c'est en bas de 90 la limite de vitesse, parce qu'on n'est pas bien mieux que les Français, je pense, à ce niveau-là. Mais on fait vraiment la boucle complète, ça nous ramène au centre-ville. Puis, naturellement aussi pour nous, en tant qu'hôtelier, bien, à Salaberry-de-Valleyfield, on est à 90 minutes d'Ottawa, tout près de Kingston, de Cornwall, un groupe ontarien qui vient chez nous. Je vous dirais, on en a un cet été qui vient. C'est une 50aine de chambres, 3 nuitées. Ils vont sortir, ils vont manger dans nos restaurants. Ils n'iront pas à Vaudreuil, ils ne viendront pas au Foire à Montréal. Ils vont rester dans notre petite ville aussi. On a la ville de Salaberry-de-Valleyfield, on a la MRC aussi qui est impliquée. On a 28 vélopatrouilleurs dans notre région. L'année passée, qui ont clocké in plus que 3000 heures et ont rencontré plus de 43 000 personnes qui avaient des questions sur le réseau cyclable. La ville de Valleyfield est 40 000. Donc, il y avait plus de personnes que les vélopatrouilleurs ont aidé qu'il y ait de population dans notre ville. Donc, pour nous, on a fait des investissements majeurs. Ça fait presque 2 ans qu'on est en rénovation. Les propriétaires ont investi 10 millions de dollars dans l'hôtel. Puis, je vous en parlais un peu aussi tantôt, on a fait des aménagements particuliers pour la clientèle cycliste parce que je pense que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur là, à Salaberry-de-Valleyfield.
Wow, c'est vraiment impressionnant. Puis on voit tout l'impact que ça peut avoir, le passage de groupes de touristes dans des municipalités peut-être plus petites, que c'est considérable en fait. Merci. Et David, tu as évoqué le travail de la véloroute, les initiatives comme les patrouilleurs, mais on voit que le travail est vraiment à 360. Ça va de l'itinéraire, le confort des itinéraires, arrimer ça avec les services, etc. Si tu devais nous donner quelques exemples, eh bien, c'est quoi un peu les principales actions que la véloroute a posées ces dernières années pour renforcer l'attractivité de l'offre cyclable sur la véloroute? Ben, à un moment donné, quand on veut attirer des touristes dans notre région, vu qu'on est quand même éloigné, on n'avait pas le choix de miser sur la qualité parce qu'on était trop pauvres pour faire de la promotion à une échelle internationale. On s'est dit, au travers de nos profils cyclistes, que la principale motivation de voyage, c'était le bouche à oreille. Donc, la recommandation de ceux qui étaient venus disaient qu'il fallait vraiment y aller. Donc, on a dit, on va leur constituer à ces gens-là, sur base de ce qu'ils nous disent, une expérience vélo qui leur ressemble et qui vont être à l'aise de promouvoir. C'est ça qu'on a mis en place avec les municipalités et les partenaires. Vélo Québec avait initié la labellisation Bienvenue cycliste. Puis nous, parfois, on dit qu'un bleuet suffit pour faire une tarte. Alors, on va toujours pousser tout le gros. Donc, nous, on a dit on va faire mieux que Vélo Québec. On va faire le bienvenu global cycliste qui ne se limitera pas seulement à l'hébergement. Par exemple, on va l'étendre après ça à la restauration. On va l'étendre aux attraits, les musées, les zoos et tout ça. De telle manière que quand un cycliste va arriver dans notre région, oui, il va avoir une bonne infrastructure. Oui, il va avoir des outils, de la cartographie et tout ça. Mais on va lui offrir en plus une couche d'accueil avec des maisons du vélo, avec une vélo mobile, donc un food truck, en bon français, qui sillonne l'ensemble du circuit pour aller à la rencontre des usagers, avec des patrouilleurs, avec la première véloroute électrifiée en Amérique du Nord, donc des bornes de recharge rapide pour les vélos à assistance électrique. Ça, c'était des services plus. Des haltes vélos pour trouver de l'ombre avec un maximum d'éloignement de 10 km entre deux haltes. Et donc, une série de services plus qui font que l'expérience que l'on promet aux usagers, ben, ils la retrouvent. Puis la promesse marketing, elle est tenue. Quand le client arrive chez nous, le cycliste arrive chez nous, il se sent parfaitement accueilli. Et donc, il fait la promotion et ça se propage jusqu'en France. Ils viennent chez nous nombreux, on est content de les accueillir. Puis ça s'est fait grâce aux collaborateurs. C'est la même histoire, en fait. Hein, tout le monde doit travailler ensemble. Puis notre corporation, ou ce qu'on fait même à l'échelle provinciale avec l'Association des réseaux cyclables du Québec, c'est juste une interface, un lieu de concertation pour unir les gens, travailler ensemble. Puis je pense que c'est ça les actions principales qu'on a posées ou initiées pour créer des expériences qui attirent du monde. Merci. Et justement, à la lumière de ces initiatives, moi, je me demandais, qu'est-ce que tu disais, Amélie, que c'était naturel pour Tourisme Montérégie de s'être investi dans ce domaine-là. Et qu'est-ce que c'est, après tout ce que vous avez déjà ouvert, tout ce que vous avez déjà posé comme jalon, qu'est-ce que ce serait un peu la suite pour les prochaines années pour faire grandir l'offre? Pour la suite, dans le fond, tantôt, je parlais vraiment de développement et de structuration de l'offre. En 2021, on a fait une année de concertation avec tous les gestionnaires de réseaux cyclables, donc toutes les MRC et l'agglomération de Longueuil. Et lors de cette concertation-là, il y a eu mise en lumière des enjeux régionaux, qui avaient un manque justement de concertation, qui a amené un manque de structuration, d'harmonisation de produits. Et donc, on a élaboré un plan d'action sur 3 ans et on vient de conclure une entente sectorielle avec 2 ministères, le ministère des Affaires de l'Habitation, le ministère du Transport et de la Mobilité durable et donc la table régionale de concertation, toutes les MRC, dont Tourisme Montérégie est le mandataire de cette entente-là. Donc, on en est bien fiers. Et donc, on va vraiment travailler ça dans les 3 prochaines années, à mettre en œuvre ce plan d'action-là. Tantôt, dans la présentation de Camille, je voyais vraiment des similitudes. Donc, ça m'indique qu'on est dans la bonne voie. On est bien aligné quand tu parlais notamment de l'interconnectivité, de sécuriser nos réseaux, de la signalisation. Donc, ça fait toute partie des actions qu'on va mettre en œuvre dans les prochaines années
travailler ça, tout le monde ensemble. Comme tu disais, David, c'est vraiment, oui, on peut développer chacun de notre côté, mais quand on est mieux aligné dans la vision régionale, ben, c'est sûr que ça vient contribuer à l'essor du tourisme à vélo. Merci. Et Frédéric, tu as évoqué rapidement, mais j'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce que c'est les initiatives sur lesquelles vous travaillez? Depuis 2 ans, il y a des travaux. Qu'est-ce qui s'en vient pour justement bonifier cet accueil? Mais comme vous savez, pour être un établissement bienvenue cycliste, il faut mettre à la disposition des gens des outils de réparation et un local de rangement sécuritaire. Typiquement, dans les hôtels où est-ce que vous allez visiter, c'est une pompe en arrière de la réception, puis une salle banquet quelque part dans un sous-sol. Nous, on a la grande chance d'avoir un terrain assez étrange qui va nous permettre de bâtir un storage multisportif, mais à vocation majoritairement vélo. Donc, ça va être un storage avec une station de réparation vraiment là, dédié aux groupes cyclistes qui vont pouvoir rentrer directement de l'extérieur avec leur clé de chambre dans ce storage-là. Ils n'ont plus besoin d'aller demander la clé à la réception puis de dire « Ah non, c'est ton chef d'équipe qui est venu la chercher, le cours après pour aller chercher ton vélo dans la salle. » Chaque personne va pouvoir y aller. La ville de Salaberry-de-Valleyfield est en train de créer Destination Valleyfield qui va être un petit concierge pour la ville. Donc, chaque personne, chaque groupe qui va vouloir venir dans la région va pouvoir dire, bon, ben, crée-moi une expérience. On est 10, on est 50, on veut aller voir la centrale hydroélectrique, on veut faire du bateau, on veut faire du vélo. Mais fais-moi mon parcours personnalisé pour mon groupe pendant mon séjour. Après ça, il y a des formations aussi que la MRC donne, que Tourisme Montérégie donne. Moi, je veux vraiment que mon équipe à la réception soit capable de diriger puis de vous conseiller quand vous arrivez aussi où aller manger, quels restaurants qui sont ouverts les lundis à Salaberry-de-Valleyfield. On a une offre un peu limitée, donc c'est vraiment des informations qui sont importantes à savoir puis qu'on puisse être capable de communiquer avec vous. Je vous ai dit, on a 140 km uniquement dans notre MRC, mais si on rajoute Vaudreuil-Soulanges qui est juste au-dessus, le Haut-Saint-Laurent qui est juste en dessous, bien là, on vient faire du vélo de route, de la piste cyclable, puis un peu du vélo de route, vélo de montagne avec le Mont-Rigaud. Puis on est à 300 km de réseau cyclable dans la région. Puis on a fait là, un beau forfait aussi avec Vaudreuil. Vous pouvez faire du 2 jours de vélo avec des lunchs, des cartes cadeaux qui sont incluses, des déjeuners, 2 nuitées, possiblement du transport de bagages aussi. Donc, c'est un peu comme... c'est Marilyn, Valleyfield est dans la MRC, qui est dans le Suroît, qui est dans la Montérégie, qui est dans le Québec. Mais je pense qu'on a un petit coin de pays là, aussi au sud qui nous permet de faire du vélo jusqu'en septembre, octobre. Puis très tôt aussi, on n'a plus de neige, nous, dans le sud du Québec. Donc, c'est vraiment une région assez spéciale. Puis je pense qu'on peut en profiter à tout le monde. Merci. Afin de vous laisser le temps de préparer vos questions dans la salle et en ligne, j'en poserai une dernière à chacune d'entre vous, et me répondre en 1 minute, rapidement. Si vous deviez identifier de quoi vous auriez besoin, qu'est-ce que ce serait le meilleur levier pour faire grandir toute cette offre touristique à vélo? Qu'est-ce que ce serait chacun dans vos situations? Je vous laisse. Je t'en prie. Moi, je rêve d'une photo. Moi, je veux la même photo que celle de Camille. Je veux Monsieur Legault avec Madame Guilbeault, Jean-François. Puis c'est ça. Moi, je rêve de la photo où le gouvernement, on va avoir un gouvernement avec pas les 2 mains sur le volant, mais 2 mains sur le guidon. Ils pédalent tout ensemble. Ben, si je peux prendre la balle au bon, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple, puis je vous remercie, Vélo-Québec, d'organiser ça, d'avoir des exemples inspirants, des leaders mondiaux, de pouvoir s'inspirer, apprendre de ce qu'ils font, d'avoir les meilleures pratiques. Je pense que c'est une bonne façon d'avancer puis de croître le tourisme à vélo au Québec. Moi, mon rêve il était un peu plus petit, mais j'aimerais ça qu'un jour, on puisse dire ah oui, moi, j'ai fait la véloroute des Bleuets, j'ai fait le Petit Train du Nord, puis j'ai fait le Suroît. Je vais venir pédaler chez toi avec tous les patrouilleurs au mois d'août.
tous les patrouilleurs du Québec se rejoignent chez toi au mois d'août. C'est difficile de conclure. Moi, peut-être Québec Vélotourisme pour demain. En tout cas, le Québec, c'est une destination pour une Française, et je pense que ça vaut le coup pour tous les Français. Le Québec, c'est une destination touristique à part entière. Et alors, toutes les régions et les coins que vous évoquez, par contre, moi, ça ne m'évoque rien du tout. Donc, par contre, voilà, si toutes ces régions étaient valorisées au sein du fronton Québec, je pense que vous pourriez attirer de nombreux Français qui, du coup, finiraient par y comprendre quelque chose et venir jusqu'à chez vous. Donc, vous, voilà, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Nous, c'est un peu le motto qu'on suit pour France Vélo Tourisme et pour structurer le tourisme à vélo en France. Mais je pense que ça vaut pour vous. Vous avez une destination touristique. Tout le monde croit que le Québec, c'est un pays. Je ne veux pas rentrer dans des débats, mais je pense que c'est assez autoportant comme ça. Et si je devais exprimer un souhait franco-français à présent, parce qu'on en a, hein, tout ça, c'est joli, c'est de la poule de perlimpinpin et on peut annoncer et avoir toutes les incantations qu'on veut. Derrière, il faut livrer. Et moi, j'aimerais bien que, quel que soit le sujet vélo qu'on porte, que ce soit le tourisme à vélo, que ce soit plus de vélo pour tous au niveau européen, où j'ai la chance aussi d'œuvrer, que ce soit y compris pour Vélo Québec, qu'on arrête de faire la course au financement de notre action et qu'on ait enfin le champ libre pour aller là où on sait qu'il faut aller, où on sait qu'il faut investir, on sait qu'il faut animer. Et une fois qu'on aura dégagé du temps à faire la course aux subventions, on pourra le mettre sur ce qui compte vraiment, c'est développer le vélo au sens large, dont sur le tourisme. Bonjour, je vais ouvrir le bal. Jacques Sénéchal du magazine Vélomag. J'ai deux toutes petites questions. La première, le vélo à assistance électrique, quel rôle il peut jouer dans tout ça? Est-ce qu'il peut apporter un petit peu de pouvoir, de puissance à ça? Et la deuxième, est-ce que toutes les régions, villes, villages, patelins, départements, est-ce que tout le monde est égaux dans les besoins, dans les demandes et dans ce qu'il est possible de faire en matière de vélo? C'est tout. Merci. En France? En France, Jacques? Oui, d'accord. Ah oui, alors le VAE, c'est un game changer, comme on dit en anglais, et c'est un méga égalisateur, quoi. C'est-à-dire que désormais, une pratique dont beaucoup pensaient que c'était fait pour certains, maintenant c'est fait pour la majeure partie. Ça démocratise l'usage du vélo, et c'est pas qu'est-ce que ça peut faire, c'est ce que ça fait déjà. Sur la mobilité, ça permet à beaucoup de ménages de se passer de la deuxième, de la troisième voiture. Quand on sait qu'une voiture pour un ménage français, c'est 3 000 à 4 000 euros par an en coût, vous imaginez les économies que ça permet de faire, c'est considérable. Et puis sur le tourisme, on est déjà sur une démocratisation de l'usage du vélo à des fins touristiques, alors que ce soit utilitaire en séjour ou excursionniste pour une pratique cyclable privilégiée ou en itinérance. Ça a ouvert des pans de clientèle qui ne s'imaginaient pas 2 minutes mettre les fesses sur un vélo, y compris mes propres parents. Donc, je parle vraiment d'expérience. Enfin, je vois des gens faire du vélo aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé les voir dessus. Et il n'y a qu'à voir les chiffres du marché du cycle en France, c'est effectivement le VAE qui tire vers le haut le chiffre des ventes de vélos en France. Et en Europe, c'est partout le cas partout. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Et pour l'autre question, sur le niveau, oui, évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau sur à la fois l'appréhension du sujet cyclable et la maturité vis-à-vis des politiques cyclables. Il y a des leaders de pignon, et puis il y a des débutants, et puis il y a encore des rétifs. Et voilà, il y a encore des territoires de conquête, il ne faut quand même pas se leurrer. Et puis, ce n'est pas parce qu'on sait faire du vélo qu'on sait développer le vélo. Ça, c'est très important. Il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir avoir expérimenter dans sa chair le fait de le faire pour un peu pas faire n'importe quoi, mais c'est pas parce que on a un vélo qu'on vient au travail à vélo tous les jours qu'on va savoir être ingénieur cyclable et qu'on va savoir développer le tourisme à vélo. Ça s'improvise pas, c'est une vraie technicité. Donc, Jacques Desjardins, je vais profiter qu'on ait quelqu'un de France où je vais souvent en Europe, là, pas nécessairement en France, mais je connais.
Première question, je parle à quelqu'un qui travaille au niveau du développement européen du vélo. Pourquoi les pays du sud de l'Europe, c'est complètement stagnant? Je vais au niveau, autant au niveau de la pratique, je veux dire, pas au niveau de l'accueil, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup de Néerlandais, beaucoup de Français qui vont dans le sud de l'Europe. Mais les pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, autant au niveau des déplacements en ville que du tourisme, il ne se passe absolument rien. On ne les voit pas sur les routes, ça n'existe pas. Quand on leur demande, ils ne voient pas pourquoi. Alors que nous, on pense qu'ils ont le meilleur climat. Ils ont peut-être 2 mois par année de chaleur. Ils ont 10 mois par année que c'est facile de faire du vélo et ça ne bouge pas année après année. C'est que les gens du Nord qui vont visiter ceux du Sud. Ça, c'est ma première question. Mais vous avez peut-être une réponse à ça dans le développement du cyclisme en Europe. Alors, je ne suis pas du tout omnisciente. Loin de moi l'idée de savoir exactement ce qui se trame en Grèce ou ailleurs. Premièrement, il se passe quand même des choses dans ces pays-là. Ça ne se voit pas encore, ou peu, ou peut-être pas aux endroits où vous êtes allés, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques villes un peu excellentes en Italie, on pense à Ferrare, etc. Au Portugal, il se passe également des choses sur le développement touristique de façon assez embryonnaire, je vous l'accorde aujourd'hui. Et puis en Espagne, si vous allez sur les Vias Verdes espagnoles, il se passe quand même des choses depuis longtemps, mais c'est en dehors des villes. Et si vous allez dans une ville comme Séville, par exemple, c'est tout à fait impressionnant, ou même Barcelone aujourd'hui, il se passe vraiment des choses. Mais c'est ici et c'est là, et peut-être que pour l'Espagne, en tout cas, c'est dû au fait que c'est un pays très fédéral et que c'est beaucoup fonction de la volonté de chaque région, province espagnole qui est extrêmement autonome dans sa gestion de faire, de ne pas faire, de chaque ville de faire, de ne pas faire. Tout ça, c'est une question de volonté politique. Et la volonté politique, elle démarre en fonction des gens qui sont élus et en fonction de l'exigence citoyenne. Donc, il y a aussi toute cette corrélation à faire. Si on en est là aujourd'hui en France, c'est aussi parce que la FUB, elle est extrêmement forte. Elle est devenue forte et influente. Si vous en êtes là où vous en êtes ici, c'est parce qu'il y a Vélo-Québec. Enfin, voilà, faut clairement se structurer et adhérer à ces associations. Elles font un travail fondamental. Donc, je pense que sur la Grèce ou sur d'autres pays européens, beaucoup de pays du Sud, la voiture dans l'imaginaire est tellement un imaginaire d'accession sociale, etc. Et le vélo, à l'inverse, on nous a surligné sur le fait que c'était rétrograde, que c'était un signe de pauvreté, etc., que loin d'eux, cette pensée-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se préserver du fait que des pays plus en développement, on pense notamment aux pays du Sud, aux pays d'Afrique du Nord, d'Afrique Nord, etc., ne passent pas par le développement effréné de l'automobile tel que nous avons fait erreur de le faire. C'est une possibilité malgré tout. Mais bon, voilà. Après, moi, je n'ai pas d'explication. Je ne suis pas omnisciente pour autant. Et c'est vrai que ce serait souhaitable qu'ils embrayent. Après, la coopération européenne est aussi une contamination européenne. Et ce qui se passe au niveau européen aura probablement des répercussions au niveau des nations. Et c'est la raison pour laquelle ce combat-là, il est valable aussi. Par ailleurs, le vélo sportif est très populaire. En Italie, en Espagne, là, il y a des millions de gens qui roulent sur des vélos à 5 000, 10 000 euros. Deuxième question, ça m'étonne qu'on n'ait pas plus parlé de l'hébergement. Moi, ça me paraît un facteur important, peut-être c'est sûr, les gens qui font des voyages de 2-3 jours vont se payer des hébergements à 100, 150 $ ou euros par jour. Mais quand on fait du cyclotourisme, ça fait quand même assez cher. Et la France, par expérience, est devenue très chère, je trouve. Vous avez parlé de 68 €. Je n'arriverais pas à me payer un hôtel à ce prix-là, je pense, sur la route. Il ne faut pas oublier qu'un cyclotouriste ne peut pas faire 400 km pour se rendre à un hôtel à 35, 40, 50 €. Peut-être ça existe. Ça, c'est ma premier aspect de la question. Deuxième aspect, évidemment, il y a le camping. Mais si ce n'était pas des camping-cars, je pense que nous, de les cyclotouristes, même ici au Québec, là, dans les terrains de camping, on est vraiment des marginaux. Les gens qui couchent dans des tentes, on ne voit plus ça. Là. Tout le monde est dans les camping-cars en Europe. Et je pense que c'est ça qui mousse le cyclotourisme. Je suis allé dans les Pyrénées, il y a des gens qui font des cols, ils arrivent en camping-car. Les vélos sont accrochés sur des camping-cars. Ce n'est pas des cyclotouristes. C'est sûr que c'est de l'argent qui bouge, là, mais pour le cyclotourisme, si on va, par exemple, on vient en Espagne, si on est à l'aise, l'hébergement est beaucoup moins cher. Peut-être que le réseau routier n'est pas toujours adapté, sauf la route verte. Les restaurants, tout est beaucoup moins cher.
Là, on arrive avec 68 € à faire une bonne journée. Là. Mais en France, il me semble que ça devient comme un obstacle pour quelqu'un qui veut voyager 2 semaines, 3 semaines en vélo, par exemple. Là. Il va dépenser beaucoup d'argent en hébergement. Je ne sais pas si on a prévu ça, parce qu'il reste les étapes, souvent, pour le cyclotourisme, c'est les hébergements. Oui, il y a les centres d'intérêt, mais les campings, c'est une solution à condition qu'il y en ait, premièrement, à une distance raisonnable, puis on peut dire merci au camping-car, parce que sinon, les campings seraient presque disparus. Alors, oui, ce que vous soulevez, vous avez raison. Alors, vous êtes une catégorie de touristes. Cyclotouristes, vous êtes un touriste itinérant à vélo qui dormait, qui bénéficie de l'hôtellerie de plein air, comme on dit, en tente. Donc, voilà. Et c'est vrai que sur des espaces contraints en France, où il y a du surtourisme à certains endroits, on va vous dire, s'il vous plaît, passez votre chemin, vous êtes bien gentil avec votre tente, vous ne rapportez pas assez. On n'accueille plus de touristes à la nuitée, nous, on prend que du 7 jours de rang, parce que voilà, donc les touristes à vélo, si on a de la place, on va vous mettre là-bas au fond, à côté des poubelles. Mais bon, finalement, vous n'êtes pas très désirable. Ça arrive. Donc ça, on essaie d'adresser ça par l'outil Accueil Vélo, voilà, en faisant en sorte que les campings labellisés Accueil Vélo, pas toujours avec grand succès, mais en faisant en sorte que les campings Accueil Vélo accueillent les touristes à vélo à la nuitée, ça fait partie des critères obligatoires, et que ce soit justement pas à côté des poubelles, mais dans un endroit réservé, sanctuarisé un petit peu pour cette catégorie de touristes, et qui du coup ne dépensera que 68 € et par jour. Dans les 68 € et par jour, c'est évidemment une moyenne, ça prend ceux qui dépensent beaucoup, peut-être 1 000 €, 1 000 $ la nuitée, parce que pourquoi pas. Et puis ceux qui dépensent rien du tout, c'est-à-dire qui vont dormir en warm shower chez l'habitant, ou qui vont faire ci, ou qui vont faire ça, ou qui choisiront les périodes les moins fréquentées, etc., pour faire leur itinéraire. Et à ce moment-là, ça se passera mieux. Ce que vous décrivez, c'est une réalité. Après, vous avez manifestement une pratique de connaisseurs. Vous avez manifestement une pratique également dans des sites qui sont encore un peu sous-développés sur le tourisme à vélo en France, parce qu'il y en a beaucoup. Les Pyrénées en font partie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratiquants. Il y a beaucoup de gens qui font du vélo là-bas. Mais sur l'offre touristique d'hébergement touristes à vélo, c'est sous-développé aujourd'hui. On a peu d'établissements avec vélo. On a les ATR, des équivalents locaux, qui commencent à se mobiliser, mais c'est relativement timide. Et là, encore une fois, il est important pour n'importe quel territoire, et je pense que c'est une règle, pour vous aussi, d'ouvrir un peu ses oreillettes et de se dire, mais que font les autres que je pourrais faire moi-même et qui serait mieux pour l'expérience des gens que j'accueille. Et bien souvent, les Français sont un peu des enfants gâtés, ils se disent ouais, ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que je change. Et je pense que vous en avez fait les frais, c'est largement perfectible. Merci. Je vois qu'il y a une dernière. On va prendre une dernière question. Une super courte question, encore une fois. Comment vous allez convaincre les plus rétifs, ceux qui sont les plus difficiles à atteindre, par exemple la semaine prochaine lors de votre rencontre? Ça va être quoi les arguments que vous allez utiliser? Sur les clients, sur le gouvernement, pour le sur gouvernement, ceux qui n'y croient pas. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Bon, ça, c'est quand même la règle. Il faut choisir ses combats. Quand on voit que c'est fermé, on passe notre chemin, on essaie de convaincre ailleurs et puis on revient plus tard. Voilà. Des fois, il y a quand même ça. C'est important de choisir ses combats et c'est vrai que quand il y a un cabinet ou quand il y a une région, etc., et qu'on voit que systématiquement le directeur général des services de tel département refuse d'embarquer dans l'aventure collective de façon répétée après une note, 2 notes, 10 notes, on va investir l'énergie ailleurs. Donc, il y a des cas désespérés, voilà, et des fois, ils reviennent eux-mêmes. Donc, on contourne et on n'est pas là pour se flageller. Si ça ne marche pas, on va voir ailleurs. Il y a suffisamment de personnes à accompagner. Ça, c'est le premier point. Et puis après, pour faire mouche et être éloquent, faut connaître la personne à qui on a affaire ou l'organisme à qui on a affaire et trouver l'argument qui fera mouche auprès de lui. Voilà. Des fois, ce sera l'argument économique. D'autres fois, ce sera l'argument expérientiel. D'autres fois encore, ce sera l'argument de la décarbonation du tourisme parce qu'on a du tourisme de la surfréquentation, mais que les touristes à vélo, ça permet d'étendre et ça permet de diversifier, etc.
Voilà, il faut vraiment trouver l'argument qui fait mouche. Nous, au niveau du gouvernement, pour l'instant, comme on n'a pas de ministre du tourisme, on ne sait pas trop où s'adresser. Donc, on s'adresse à Bercy, qui est là, ouais, bon, c'est sympa, mais bon, on va vous envoyer à la sous-ministre du bureau au fond du couloir à gauche. C'est un peu Astérix Obélix des fois. N'empêche qu'on a des interlocuteurs et quand on les a, on ne les lâche pas. Et on les inclut et on leur susurre à l'oreille, on les invite. Et voilà, on fait la danse du ventre en permanence. Et un jour, ça finit par marcher. Mais vous faites pareil à Vélo au Québec depuis tellement longtemps. Voilà, en tout cas, la persistance, la consistance et la persévérance, ça, c'est la clé. Enfin, je pense que vous, c'est pareil. Merci. Merci beaucoup. Pour conclure cette soirée, d'abord, un immense remerciement à tous nos panélistes et à notre invité d'avoir été parmi nous. Je pense qu'on peut les remercier toute l'équipe. Avant de vous quitter en ligne, quelques rappels. On est dans la semaine du Festival Go Vélo Montréal. Vendredi, demain, c'est le tour la nuit. Venez profiter des rues fermées de Montréal, des rues pour les vélos, avec des gens en lumière, des gens déguisés. Et dimanche, la même chose avec le tour de l'île. Il va faire une température idéale, des plus longs parcours. Donc, on a hâte de vous y retrouver. Puis sinon, quelques informations pour vous dans la salle aussi. On va profiter de poursuivre les échanges, la discussion, en partageant quelques bouchées. Désolé pour ceux qui sont en ligne. Et puis, pour d'un point de vue logistique, je vous inviterai simplement à vous lever, vous mettre au fond de la salle. J'inviterai mes très chers collègues à nous prêter leurs bras pour ramasser les chaises. Puis on va changer de configuration pour vous retrouver dans quelques instants. Merci encore.